Introduction. Les conséquences de l'expérience de Michelson et Morley hantent encore toute la physique. Cette expérience fondamentale a été vérifiée de nombreuses fois, mais toujours sur la Terre. Il est impensable qu'une expérience aussi fondamentale et aujourd'hui si facile à réaliser n'ait pas encore été vérifiée en dehors du référentiel terrestre. Il faut envoyer sans tarder un interféromètre de Michelson dans l'espace. Un peu d'histoire. Il a semblé évident, pendant des siècles, que la lumière, comme toutes les ondes, devait être portée par un milieu. L'intérêt d'un milieu de propagation de la lumière est d'expliquer sa vitesse de propagation. Une onde dans un milieu a une vitesse de propagation liée à la vitesse d'agitation des éléments de ce milieu. Aussi curieux que cela puisse paraître, c'est le cas aussi bien dans les gaz et les liquides que dans les solides. La tentative de Newton de faire porter la lumière par des particules a eu la vie courte. Il avait conservé un milieu de densité variable dans l'espace. Ces particules lumineuses auraient mis en vibration ce milieu en rencontrant un solide. Briens mit un terme à cette duplication de causes par sa théorie ondulatoire de la lumière. La découverte de la polarisation par Malus fit attribuer au milieu de la lumière une nature solide, seule à même de transmettre des ondes transversales. L'histoire est encore loin d'être finie. La lumière allait devenir une onde électromagnétique. Et enfin, la vision de Newton s'est imposée à cause de la nature quantifiée de la lumière mise en évidence par l'effet photoélectrique. Einstein avait émis dès 1905 l'idée de quanta d'échange d'énergie. Pourtant, il écrivit en 1920 que selon la théorie de la relativité générale, un espace sans éther est inconcevable, car la propagation de la lumière y serait impossible. Ces quantas furent appelés photons en 1926. À la fin de sa vie, en 1954, Einstein voyait encore les photons, les quantas de lumière, comme un profond mystère. Que s'est-il passé avant ces ultimes rebondissements? L'expérience de Michelson et Morley. La lumière était donc portée par un solide immobile remplissant l'espace. Ainsi donc, les astres se déplaceraient dans ce solide, assez bizarre, il faut bien l'avouer. Le génie de Michelson fut de trouver un moyen de mesurer la vitesse de la Terre dans ce milieu solide et immobile. Il mit au point son fameux interféromètre et s'aperçut avec Morley que la Terre ne se déplaçait pas par rapport à ce milieu, alors qu'elle tourne autour du Soleil à 30 km par seconde. À cette époque, on ne parlait pas encore des galaxies. Par la suite, Morley reprit les mesures avec Miller. Ils trouvèrent des vitesses pouvant aller jusqu'à 9 km par seconde, cependant sans rapport avec les 30 km par seconde attendus. Einstein attribua ces quelques kilomètres par seconde aux variations de température. On en resta là jusqu'à Halley. Il reprit des résultats de Miller en les convertissant en temps sidéral. Ces calculs statistiques démontrèrent sans ambiguïté
que les vitesses obtenues par Miller mettent en évidence une corrélation avec les positions respectives de la Terre, de la Lune et du Soleil. Entre-temps, la théorie de la relativité restreinte avait permis de penser que le problème était résolu par des hypothèses audacieuses sur la vitesse du temps et les dimensions de l'espace, les très fameuses formules de Lorentz. Enfin, le milieu de la lumière, l'éther, fut définitivement éradiqué par le photon. Dans l'espace. Ce qui est très surprenant est qu'une expérience aussi fondamentale que celle de Michelson et Morley n'ait été vérifiée que sur Terre. Pourquoi, depuis 50 ans que l'espace est accessible, n'a-t-elle pas été vérifiée dans l'espace, justement, sur la Lune par exemple? Mais le plus significatif serait d'envoyer un interféromètre de Michelson et Morley autour du Soleil, dans le plan de l'écliptique, mais en sens inverse de la Terre. Il mesurera alors inévitablement une vitesse de 60 km par seconde si l'éther, au lieu d'être immobile dans l'espace, comme on le pensait, tourne avec la Terre autour du Soleil. Et si Descartes avait raison, en partie du moins, malgré Newton,